On repart, les amis. Françoise, je veux encore votre expérience autour parce que le sujet, en fait, moi, m'intéresse beaucoup, sur la démission de la patronne de la RATP. Donc, je rappelle, c'était à la toute fin du mois d'août, enfin son annonce, mais on sait que la décision a été prise au début du mois de juillet. Donc, la PDG de la RATP qui décide de démissionner à l'âge de 57 ans pour s'occuper de ses parents. Elle dirigeait de la RATP depuis 2017, mandat renouvelé en 2019 pour 5 ans. Alors, moi j'avoue que ça, je ne sais pas si ça mérite d'énormes commentaires. Alors, ok. C'est un choix personnel. Moi, ce que j'en retire, c'est un patron peut le faire, mais il le faisait avant, ça faisait pas la une des journaux. Hein. Moi, T'en as vu beaucoup de... Ah oui, moi je connais des patrons, alors pas forcément... Mais oui, mais c'est la taille de la RATP. Ah oui, mais c'est... Moi, ce qui fait pour moi l'intérêt du sujet, c'est qu'elle dirige la RATP, quoi. C'est-à-dire, c'est... Oui. Mais quand moi, j'ai en tête, par exemple, un cas d'une femme, d'ailleurs, aussi. Alors, est-ce qu'il y a un petit sujet, mais... J'osais pas poser la question. Elles sont courageuses pour faire des choix entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ouais. C'est comme ça que je dirais que pour le coup, elles ont la capacité à faire ça, ce qui n'est pas forcément... toujours le cas des hommes. Mais j'ai en tête la patronne d'une très grosse division d'IBM, et qui a décidé de partir pour s'occuper de son enfant en grande difficulté. Donc, ces choix personnels, je pense certains les faisaient. Je trouve que c'est plutôt bien d'en parler, parce que, après tout, c'est des choix structurants pour la vie, etc. Donc, c'est très bien. Est-ce que ça dit quelque chose au-delà de ça, alors que le sujet des personnes âgées prennent une importance supplémentaire dans la société, ça c'est sûr, et que l'on ne trouve pas d'autre solution que s'occuper soi-même de ses vieux parents, ça c'est peut-être ça qui est un sujet indirect. Mais ce qui est absolument passionnant, c'est que tu es quand même aux confrontations, enfin tu es au confluent de... tout notre rapport au travail qui est en train de se modifier en profondeur, vraiment, je ne sais pas, je vous poserai la question, mais moi je crois que c'est vraiment très 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 profond. Et puis ce sujet du grand âge, des aidants, comme on dit maintenant, etc. Si à la fin, parce que tu n'arrives pas à trouver les bonnes solutions, tu perds un talent, je pense que diriger la RATP... Ah oui, c'est un sacré job. Oui, voilà, c'est un sacré job. Facile, oui. Tu vois, là, tu as une perte de substance, voilà, je vais le dire comme ça, pour l'économie, pour le pays, pour... Oui, mais peut-être que... Ça m'intéresse. Oui, c'est intéressant, je suis d'accord, mais c'est peut-être tout simplement un choix très personnel. Oui. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire et de le dire, parce qu'un patron, c'est jamais qu'une personne comme une autre, voilà. Et diriger une entreprise publique, ça n'a jamais été dans ton spectre On ne l'a jamais proposé. On ne l'a jamais proposé. mais c'est une très belle mission, hein, et souvent des missions extraordinairement difficiles. Ouais. Parce que bourré d'injonctions contradictoires. Voilà, donc ceux qui choisissent ces jobs-là, moi je suis toujours très admirative. Stéphane Richard le définissait comme ça. L'empire des injonctions contradictoires. Oui, bien sûr. Et ceux qui les choisissent le savent. Donc ils ne sont pas surpris. Ils peuvent être surpris de l'intensité ou de la nature, mais je trouve très... Donc Jean-Bernard Lévy a tort à un moment quand il se lâche, comme il l'a fait il y a 15 jours, en disant « Bon Dieu, on ne peut pas demander tout et le contraire de tout. On ne peut pas me demander de fermer 14 réacteurs et en même temps de former des soudeurs, alors que je sais que ces soudeurs, a priori, si je suis la loi, n'auront pas de travail puisque je dois fermer 14 réacteurs. Oui. Alors il se lâche parce qu'il en a. Parce qu'il en a. J'ai l'impression que le sac a été lourd pendant très longtemps. Et que, il n'est jamais qu'un homme comme un autre. Mais chapeau, parce qu'il a choisi d'aller prendre ce job, et alors qu'il aurait pu faire autre chose, oui. et que largement, et il a choisi de servir. Donc chapeau bas. Il l'a fait avec une grande détermination en faisant des choix et en proposant des choix qui n'ont pas été suivis par le politique. Et là, c'est peut-être là qu'il y a eu la première des ruptures et elle était significative. Bon, et là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, c'est l'impression, moi, j'en sais rien, mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il a tort, mais de temps en temps, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, et il l'a dit, et il a raison. Mais au départ, il a choisi d'aller faire cette mission. Mais est-ce qu'à un moment,
Il faut. Alors, je ne sais pas si on peut voir, parce que ça me permet d'ailleurs de mettre à l'honneur un compte Twitter que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous vous intéressez au monde du travail, aux affaires sociales, au monde syndical, Hélène Kaplan, alors le nom du code Twitter, c'est HK_49.3, je crois, hein, mais de toute façon, HK_, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'une pertinence, d'une cruauté, d'un humour. Je ne sais pas si... Françoise, vous êtes Twitter, réseaux sociaux et tout ça? Non, vous n'y allez plus. Peut-être pas tort. Mais je trouve ça en majorité... perte de temps, quoi. Enfin, plus que perte de temps, oui. Déplaisant. Oui. Déplaisant. Bah non, mais Hélène dit il aurait dû démissionner à un moment. Non. Non. Non, la démission, c'est jamais la bonne solution à un problème. Enfin, ou alors, voilà, il s'est engagé, il s'est engagé en connaissance de cause. Oui, tout à fait. Moi, je peux vous le confirmer. J'en ai parlé avec lui, je peux vous le confirmer. Et du coup, il a choisi quelque chose de difficile. Je ne vois pas comment il aurait pu dire, c'est parce que c'est difficile, je m'en vais. Enfin, même lui, avec lui-même, je ne crois pas que ça faisait partie des options. Et fuir, ça n'a jamais été la solution pour résoudre un problème. Donc non, bien sûr que non. Il finit quand même par attaquer l'État en justice. Hein. Oui. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est... L'objet social de l'entreprise, etc. On m'enlève 10 milliards d'EBITDA, on ne me donne pas les moyens de continuer à produire, à faire ce qui est l'objet social de l'entreprise EDF. Ce qui est sûr, c'est que toute l'histoire d'EDF ces dernières années est quand même... c'est quand même pas très réussi au global. Hein, c'est clair. Voilà. Non, c'est clair. Jérôme, sur tous ces sujets, ça t'intéresse? Non, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ce dont on parlait de... la PDG de la RATP qui s'en va qui démissionne pour officiellement s'occuper de ses parents. Je ne pense pas que c'est à mettre sur le compte de l'état de nos EHPAD. Elle a les moyens d'offrir ce qu'elle veut à ses parents. C'est, je pense, pour du temps de qualité. Oui, bien sûr. Proches, dans une société. Autrefois, je veux dire, il y a encore la population mondiale qui vit entre générations est plus nombreuse que celle comme la nôtre des pays riches où on éloigne, nos parents sont éloignés, nos enfants vont très loin faire des études, etc. Nous, on vit quand même un moment de l'histoire un peu particulier à ce niveau-là. Et en termes de temps de qualité, quand on a envie de passer du temps de qualité avec nos proches, parfois, alors là, c'est une situation radicale, mais potentiellement, j'imagine, pressée par l'urgence du calendrier. Je ne sais pas dans quelle situation sont ses parents, mais voilà. Après, il y a la question du talent. Einstein ne se comportait pas bien avec son épouse, il s'habillait tous les jours de la même façon parce qu'il ne voulait pas perdre du temps, il voulait se focaliser toute sa journée sur ses équations. Moi aussi, on avait besoin de ça. Okay. Et quelque part, c'est ce que la société lui demandait. On préfère cet Einstein-là qui a été très productif à un autre qui aurait été attentionné pour ses proches, etc., mais qui aurait apporté moins sa contribution à l'édifice scientifique. Alors, diriger la RATP, il faut du talent. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'elle soit irremplaçable. Il y a aussi des gens qui évidemment. pourront faire ce job potentiellement aussi bien qu'elle, etc. Mais oui, ça peut être intéressant. Elle commençait, c'est peut-être ça qui l'a fait fuir d'ailleurs, elle commençait à être pressentie pour EDF en fait. Ah, alors. c'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a, et alors là-dessus, Françoise, je suis radical moi sur cette question et il n'y a aucun problème, mais il y a l'obsession maintenant, dès qu'il y a un grand poste d'entreprise publique, d'essayer de mettre une femme à la tête de ces entreprises publiques. Donc, c'est en cela où... bien. Oui, alors, effectivement, alors, on va mettre ça sous l'étendard, je ne trouve pas le mot qui va bien. Dans le grand tiroir, grande bascule, voilà, on va dire ça comme ça, donc était très anxiogène, discours du président de la République sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance, et en regardant ça, et en regardant notamment le budget de la sécurité sociale, j'ai appris, je dois dire que je ne le savais pas, que la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, 23,3 milliards d'euros en 2020, si on regroupe les maladies psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotropes. Ça revient à près de 14% de l'enveloppe totale pour un coût moyen de 2 800 euros par personne. En additionnant coûts directs des traitements et coûts indirects liés à des taux d'emploi plus faibles et à une perte de productivité,
l'OCDE évalue le poids économique de ces maladies à plus de 4% du PIB. C'est une moyenne européenne. La France est un petit peu en deçà, c'est 3,7. J'ai regardé rapidement les chiffres. L'Allemagne, c'est 4,8. Les champions en Europe, c'est les pays baltes. Finlande, c'est 5%. Norvège, 5,8 ou inversement. Mais effectivement, pour avoir des coûts en termes de pourcentage du PIB qui sont si grands, c'est parce qu'on s'intéresse au coût de la non-employabilité des personnes. En France, il y aurait un adulte sur 2 qui aurait un problème de santé mentale, qui ne serait pas en emploi, et qui serait en âge de pourvoir un emploi, mais qui ne travaillerait pas. Donc ça, effectivement, ça a un coût. Alors, les 23,2 milliards d'euros, moi aussi, m'ont surpris. Je ne le savais pas. C'est plus que l'enveloppe pour le cancer. Mais oui. Le cancer, c'est 21 milliards d'euros. Donc, moi, j'ai toujours entendu la psychiatrie, c'est le parent pauvre du système de santé français. J'ai toujours entendu ça. Et en fait, quand on regarde de près ces chiffres, on n'a plus trop l'impression. 2800 euros, alors, ce n'est pas par Français, c'est par patient. Mais il y a plus de 8 millions de patients en France. Un tiers de ces dépenses, c'est du fait d'une prise en charge psychiatrique. Alors là, c'est des choses lourdes. Et les 2 tiers, en fait, c'est des remboursements de consommation de psychotropes. Et notamment, le gros, c'est les anxiolytiques. Ben voilà. Voilà, donc les Français sont des gros consommateurs d'anxiolytiques et ça pèse très cher sur la facture. Enfin, ça pèse très cher sur la facture et puis c'est... Alors, je crois... Enfin, c'est pas génial comme modèle. Ah non, mais c'est sûr. Alors, je crois qu'on est très en haut des classements sur la consommation d'anxiolytiques en France par rapport aux autres pays. Enfin, on a une consommation invraisemblable par rapport à d'autres. Donc se pose la question de la prise en charge par les assurances complémentaires, voire par la Sécu, des consultations psychologiques qui peuvent aider quand même. Se pose la question surtout de... dans cette situation-là, est-ce qu'il est légitime pour un responsable politique de nous faire un discours assez désespérant sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance? Sur le discours anxiogène de l'État. Mais enfin, moi j'ai rapproché les deux. Ouais, je pense que... Alors, je ne suis pas psychologue, mais je pense que les gens qui sont en détresse psychologique le sont davantage de leur propre situation que de la situation générale du pays. Anxiogène du chef de l'État. D'accord. Je pense. D'accord. Mais on peut parler un peu de la prise en charge ou pas ? Vas-y. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, typiquement, alors, les États-Unis, qui ont toujours un pas d'avance dans l'innovation, il y a des assurances complémentaires santé qui surveillent un petit peu l'activité sportive des assurés. Ils leur offrent des montres connectées, ils voient s'ils marchent ou pas, etc. Et donc, pour les inciter à faire du sport, ils diminuent leur cotisation. Alors, certains verront une vision, mettront cela à charge d'une vision dystopique orwellienne. On se fait surveiller par son assureur. Comme ces choses-là sont bien dites. D'autres, une vision dystopique orwellienne. D'autres, ils verront un coup de pouce pour aligner les intérêts de tous, en fait. Oui, on est bon. Donc là, l'idée, ce serait mieux vaut prévenir que guérir, de rembourser des consultations psy de manière à les démocratiser. Mais ça pourquoi commence. Pas Mais pourquoi ça pas commence. Oui, ça commence. Ça y est, là, c'est parti d'ailleurs. Pourquoi pas ? Le coup est parti là-dessus. Les bénéfices sont pour la société. On veut bien sûr une société où les gens sont en meilleure santé mentale. Et puis même d'un point de vue purement comptable pour l'assurance, ben oui, ça lui fait économiser. Plutôt vaut mieux prévenir que guérir, donc ça lui fait économiser de l'argent. Ce qui me permet de vous conseiller le formidable bouquin de Jérôme qui s'appelle « Combien vaut une vie ?» Combien vaut une vie ? Et qui... c'est très très intéressant. Je garde l'exemple de la construction de la piste cyclable. Ah oui. Combien la piste cyclable sauve de vie ? À partir du moment où tu peux estimer à peu près combien elle sauve de vie ou combien elle protège de vie, et où tu sais quel est le prix de la vie, tu as un montant pour construire ta piste cyclable, voilà, sans gabegie, sans... Oui, alors, et donc, il regrette que l'on ne fasse pas ça systématiquement. Pour revenir au sujet des personnes en détresse psychologique, je pense qu'on peut relier ça au sujet de l'éducation au passage. Parce qu'on a... Enfin, ce n'est pas qu'un sujet d'aller faire du sport pour gérer ou évacuer. Le sport, c'est un autre exemple qui disait l'assurance qui... Mais on a quand même un sujet sur la relation au bonheur en France. Ouais. C'est... parce que tous ces gens-là, quelle que soit la façon dont ils l'expriment avec plus ou moins de profondeur ou de détresse, c'est des gens qui ont du mal à être heureux dans leur vie et à être heureux avec la somme des contraintes qui s'appuient, enfin que chacun d'entre nous doit gérer, et qui est d'ailleurs probablement un peu plus lourde pour certains que pour d'autres, évidemment. Mais néanmoins, c'est être heureux quand même, quoi.
Et nous, on a quand même un petit sujet en France sur qu'est-ce que c'est que le bonheur. L'égalité, par exemple, il y a des sondages absolument monstrueux qui montrent que l'inégalité de traitement entre deux personnes, ça rend malheureux les gens. Les gens préfèrent être moins, à condition que ce soit moins comme leurs voisins, par exemple, en France. Et c'est tout à fait atypique. Là, tu es au cœur du débat public avec cette phrase-là. Là, c'est clair, on ne parle que de ça, finalement, François. Et du coup, évidemment... Toute l'histoire des jets privés, c'est ça, c'est ce que tu viens de décrire. Si je suis malheureux parce que... si je me sens plus heureux parce que mon voisin est aussi malheureux que moi, parce que c'est en gros ça... évidemment, on a un petit sujet de santé publique à la fin. Donc, apprendre à être quand même heureux, voilà. Si finalement ma vie me convient, que mon voisin ait plus, qu'est-ce que ça change si moi, si moi je suis bien dans ma vie, Et ça s'apprend, je pense, quand même. C'est un sujet d'éducation, de culture. Effectivement, c'est la question de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est pas tant ce qui nous arrive dans la vie que l'histoire qu'on en tire et le petit récit qui est là et qui nous dit, voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Est-ce que c'est acceptable ou non ? Après, quand on se raconte une histoire où on semble être victime d'une injustice, c'est insupportable, on n'en dort plus. Oui, tu as quand même des conditions objectives. Bien sûr. Et bien sûr. Le sujet, même moi d'ailleurs, j'en suis... victime. Non, responsable. Ah. Le sujet du logement. D'accord. Sujet mais central. Il porte tout. Je me suis énervé tout seul devant la télé ce week-end en regardant François Ruffin, énorme capacité de conviction, etc. Il n'en parle jamais. Il était là avec ses conneries de jet et de trucs et de machins et de jet ski et de je sais pas quoi. Mais il parle du logement, bon Dieu, il y a tout là-dedans, il y a tout. Et ce sujet-là, il porte le mal de vivre. Absolument. Terriblement. Absolument. Et il n'est pas adressé. Donc voilà, il y a quand même des conditions objectives, si tu veux, mais bien sûr. dans notre pays qui expliquent que tu puisses ressentir quand même. Oui, mais alors là, permets-moi aussi de le rattacher à l'histoire que l'on se raconte. Il se trouve que les gens, ça va y être inaudible, ils sont mieux logés qu'autrefois. Non, mais bien sûr, mieux logés qu'autrefois. Non, mais les appartements sont de meilleure qualité. Il y a plus de mètres carrés par habitant aujourd'hui que dans les années 70, par exemple. Moyenne. Non, mais on a quasiment cessé de progresser, alors pas assez vite. Et il y a encore de l'urgence, j'entends bien. Et surtout, mais moins que chez nos voisins. Moins que chez nos voisins. Ok. Voilà. Ok. Bon, l'Espagne, c'est un autre problème. Il y a trop de logements. Là. Ah, l'Espagne, des crises et des banques qui font. L'Espagne, ils ont fait le programme 2008. Ils ont fait le programme immobilier des États-Unis d'Amérique. Ça, on l'a raconté 100 fois. L'Espagne, c'était que des logements de tourisme et je suis pas sûr que c'était au bon endroit. Et en Chine, ils les mettent massivement par terre. Et on parlera d'ailleurs de la Chine mercredi, donc après-demain, avec Laurence Daziano qui vient nous voir régulièrement. Tu voulais parler de l'éducation, François? Oui, parce que je trouve que c'est une des réformes très importantes. Alors là, pour le coup, il sera demain dans un lycée professionnel. Emmanuel Macron. Ouais. Et là, c'est typique de ces sujets sur lesquels moi je suis un peu inquiète de voir des slogans essayer de remplacer le sujet et le fond, et notamment sur les lycées professionnels. Parce que le sujet des lycées professionnels, alors il y a quelques filières qui marchent très bien et on prend toujours les exemples qui marchent bien, l'hôtellerie-restauration. Notamment l'hôtellerie-restauration, tous les métiers de bouche d'une manière générale. Après, il y a toute cette partie des lycées professionnels qui forment à des choses beaucoup moins évidentes, par exemple les métiers de la gestion. Donc on a encore des bacs pro, secrétariat, comptabilité, etc. Commerce, qui sont des métiers dans lesquels on n'embauche plus à un niveau bac pro. Voilà. Les comptables, ça existe bien sûr. Mais ils sont massivement digitalisés. Les postes de comptables sont des postes de bac plus 3. Exactement, c'est des postes d'experts en fait. Voilà. Tout à fait. Et en fait, on dirige vers ces filières-là qui ne sont pas très bien définies en termes de quel métier je choisis. Alors, beaucoup de filles d'ailleurs, en majorité. Et évidemment que ça ne produit pas des résultats significatifs. Et ce n'est pas en donnant la tâche de faire 50% de stages supplémentaires qu'on va régler le sujet du lycée professionnel ou des filières professionnelles pour ces jeunes qui sont souvent sont en défaut d'apprentissage des fondamentaux. Parce que ce qu'il faudrait qu'ils apprennent d'abord, c'est compter, lire et être capable de faire leur budget, parce qu'ils auront besoin de faire leur budget tout à fait. Dans leur vie. Et donc, cette espèce de schéma qui consiste à dire on va faire plus de stages en entreprise, et ça va résoudre le problème du lycée professionnel, moi, ça me hérisse, parce que c'est vraiment pas le sujet. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Et alors, je lisais ce matin dans les Échos, justement, un papier très intéressant où les directeurs des lycées professionnels, c'est quoi? C'est des principaux, des proviseurs. Donc, en gros, tu as 10 à 15% des élèves qui, en fait, ont trouvé un boulot avant la fin du cursus, et donc s'en vont sans diplôme, sans rien, et les proviseurs disent exactement ce que tu dis, mais ils ont besoin aussi des humanités de base. Et écrire, lire, compter, même quelques notions de géopolitique, oui, tu peux en avoir besoin dans ta carrière future. Parce que c'est ça qui va leur donner le bagage pour continuer pour avoir le job d'après. Hein, voilà. Et puis je vais aller même plus loin, c'est ça aussi qui est des conditions de leur bonheur, puisqu'on en parlait. Bien sûr. Et donc, ça, moi, je trouve que demander aux entreprises de prendre en charge ce type de choses, c'est absurde. Et ça rejoint tout le sujet de l'efficacité de l'éducation générale, parce qu'il y a trop de gamins qui se retrouvent dans des lycées professionnels parce qu'on les a éjectés des cursus généralistes, parce qu'ils ont trop tard, mal accompagnés, pas pu acquérir ce qui leur permettrait de continuer dans une filière généraliste. Oui, tout à fait. Et donc on est face à quelque chose qui est fondamental pour alors, le bonheur de nos enfants, mais aussi la productivité de la société dans 10 ou 15 ans. Toutes les données sont en place depuis des années. Et je suis un peu perplexe parce que j'écoute et ce que j'entends, qui me paraît un peu simpliste pour le moment. Sur ce bagage et des filières générales notamment, on a quand même fait énormément de progrès. On dit souvent, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Je crois qu'en termes d'éducation, c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Ah oui, là, on se désole actuellement des classements PISA où la France ne cesse de perdre des places. En revanche, quand on regarde l'évolution de la société française, moi je trouve que ça a été quand même assez bon. Alors je sais bien que vous n'allez pas être d'accord avec moi. En 1960, il y avait 10% d'une classe d'âge qui accédait au bac. 70, 20%, 80, 30%, on a gagné à peu près 10% chaque décennie. Même un peu plus, parce qu'aujourd'hui, selon ce calcul, on devrait être à 70%. Or, on avoisine, on frise les 80% d'une classe d'âge qui arrive au bac. Alors, tu vas me dire que le bac n'est pas du même niveau. Oui. Mais évidemment. Oui, ok, très bien, il n'est pas du même niveau. Alors ça, on peut en parler. Il ne permet pas d'accéder aux mêmes choses. Je vais en parler. Il n'est pas du même niveau. Il ne permet pas d'accéder aux mêmes choses. Globalement, les Français sont proportionnellement... La masse de Français instruits est supérieure à ce que c'était. Et ça n'a cessé de croître. Alors vous me direz, l'écolier d'il y a un siècle, il avait une écriture parfaite, une orthographe impeccable, ça n'est plus le cas. Vous pourriez me dire, il savait... Mais pas il y a un siècle, enfin tu as vu ce qui s'est passé, c'était passionnant, les petits Ukrainiens qui débarquent dans les classes de maths, ouais, dis-moi. Et tous les profs, ben, t'as vu ça, et tous les profs qui disent, bon Dieu, ils ont 2 ans d'avance. Ben non, ils n'ont pas 2 ans d'avance, non. Au même titre que si tu envoyais les écoliers français aux États-Unis, les profs américains diraient, ils ont 2 ans d'avance, les petits Français. Ou sur les maths, t'es sûr de toi, Jérôme? Oui, je suis sûr de moi. Oui. D'accord. Bon. Donc, après, la question, c'est de savoir à quel point... Enfin, qu'est-ce qu'on transmet? Si je reprends mon écolier d'il y a un siècle, il savait plumer un poulet. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. Nos petits écoliers, ce qu'ils savent faire, c'est manipuler des ordinateurs. Parce qu'il faut quand même que l'instruction soit en phase avec la demande de la société. La question du savoir écrire à la main. Mais la société se transforme à une vitesse folle qui peut faire froid dans le dos. Dans quelques générations, les enfants n'apprendront plus à écrire à la main. Ce sera un savoir obsolète. On dictera simplement à nos traitements de texte. Voilà. Donc il faut constamment changer ce qu'on est en train de... Et nous sommes des vieux... Nous faisons partie des vieux. Non, mais Jérôme, non, mais là, enfin, le sujet, c'est pas l'écriture cursive. Le sujet, c'est les bases de la grammaire. Et tu auras beau... Pour bien apprendre à écrire, c'est apprendre à correctement lire et structurer. Non, puis moi, je n'ai pas parlé d'apprendre à écrire, tu as sans doute raison. Je l'entends bien, mais regarde, je vais donner un exemple concret. Mais les bases de la grammaire, enfin, c'est les bases du sens de la phrase. Et tu réalises bien là, même dans la vie d'entreprise telle qu'elle s'organise avec ces nouvelles générations, qu'il y a des contresens incroyables qui t'arrivent par mail, simplement parce qu'il n'y a pas la base de la grammaire. Oui, mais c'est parce que tu communiques avec tout le monde. Autrefois, tu aurais communiqué juste avec une élite qui savait écrire et bien formuler sa pensée et la structurer. Non, mais c'est vrai, le mail est accessible à tous. C'est étonnant, cette position de défendre l'indéfendable, ça ne te ressemble pas? C'est pas défendre l'indéfendable. Écoute, ce matin encore, je donnais cours à Dauphine, d'accord? Je noircis un tableau. J'ai des étudiants qui me demandent est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à prendre une photo, parce qu'ils sont trop feignants pour écrire. Je m'en offusque pas, je leur dis bien sûr. Moi, bien ce qui compte, c'est la transmission. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais ils deviennent trop mais feignants. on parle pas de ça. Alors, de quoi parle-t-on? On parle. Alors, je vais donner. Si c'est pour me dire qu'il y a
a 50% des Français qui écrivent mal. Oui, mais il y a Non. 50 ans, c'était déjà. Qui ne sont pas capables de définir un participe passé et un infinitif. Et qui C'est ne sont ça, pas le sujet. capables, du coup, de lire un document qui leur permet de comprendre un mode d'emploi, de comprendre une situation, etc. Je donne, puisqu'on parle d'exemples concrets. Parlons d'exemples concrets. Une amie, professeure de français très jeune, Oui. elle, dans un cours de français et de littérature, à un moment donné, elle parle de pourcentage de la population qui fait ça. Un petit garçon lève la main, collège de 6e, 5e, en disant « Madame, on n'est pas dans un cours de maths ». Donc, enfin... Ça, c'est une remise en question de l'autorité, de la transmission. Non, de c'est quoi l'autorité, le terme? mais aussi, Attends, mais si, un pourcentage, c'est-à-dire je dis que 2 personnes sur 10, je ne sais pas, font telle ou telle chose et on croit que c'est des maths, on a quand même un petit sujet global. Est-ce que c'est- 5 Français est-ce sur que 4 c'est- ne savent pas compter. Jérôme, Non. est-ce que Et c'est... alors les règles de 3, ça paraît... Le bac français, enfin tu as suivi je crois que c'est l'adjectif ludique, je voudrais pas dire de bêtises, hein, qui a créé une émeute sur les réseaux sociaux parce qu'on trouvait scandaleux qu'il y ait le mot ludique dans un texte pour le bac français. On en est là aujourd'hui, Jérôme. Mais attendez, je ne dis pas que tout va bien. Je crois que c'est ludique, je C'est vérifierai compliqué ça. à le dire. Hein. Non, mais attendez, en 68, il y avait 15% de la classe d'âge qui allait au bac. 15%, c'était l'élite qui allait au bac. Aujourd'hui, tout le monde. Je l'ai dit, quasiment 80%. Donc tu ne peux pas attendre la même chose. L'équivalent de celui qui passait son bac en 1968, aujourd'hui, il a un bac plus 4 ou il a un bac plus 5, limite. Tu vois. Donc voilà, c'est ça. Il faut comparer des choses qui sont comparables. Il n'empêche qu'on a une partie significative de la population, et notamment des jeunes des milieux les plus défavorisés, à qui l'école ne permet pas aujourd'hui d'acquérir un bagage minimal, lire, compter, comprendre ce qui se passe autour d'eux, qui va leur permettre de gérer leur vie après. Et ça, c'est la réalité. Et pourquoi ? Parce qu'on a du mal à accompagner les enseignements, parce qu'on continue à embaucher les enseignants sur les critères d'autrefois, sauf quand on bouche les trous. Et donc là, c'est les ingrédients d'ailleurs qui sont plutôt bien... on commence à comprendre que le prof, il est essentiel, que le directeur d'établissement est essentiel, on commence à parler d'autonomie, enfin tout ça va dans le bon sens. Mais il y a un tel effort de transformation de ce corps social, de l'enseignement à faire que... c'est pas avec des slogans qu'on va y arriver. Mais dire qu'on n'a pas d'enjeu, alors ça, non, on peut pas. J'ai on peut pas pas dit se qu'il n'y dire a ça. pas d'enjeu. J'ai dit que quand on regarde uniquement l'évolution française, moi, je ne pleure pas, contrairement à d'autres gens. Oui, mais le critère qui est le pourcentage des jeunes qui passent le bac, c'est pas le bon. Moi, j'ai le sentiment de vivre dans une société où, globalement... Écoutez, je prends un Uber, je parle avec le chauffeur, mais le type est éduqué. Il est capable de me parler de sujets, je suis étonné. Je pense que le taxi des années 70, c'était pas à ce niveau-là. Voilà. Autre exemple. Mais on est au bout, Françoise, vas-y, Oui. Rapide l'exemple. J'appelle une plateforme téléphonique, je fais une phrase trop longue. Et la jeune femme que j'avais au téléphone me dit « Est-ce que vous pouvez répéter votre phrase parce que j'ai oublié ce que vous avez dit au départ ?» D'accord. Elle était dans une plateforme téléphonique, censée répondre à des clients. Elle n'était pas capable de se... J'avais fait sûrement une phrase trop longue, sûrement. Et puis elle était peut-être à Madagascar ou à Tanger. Il était Non. pas tout- Non, elle avait un accent de Toulouse. C'était une de ces plateformes de D'accord. services publics qui n'ont pas été délocalisées. Et elle n'arrivait pas à avoir une capacité d'attention suffisante pour que je finisse ma phrase. Est-ce que sa capacité de survie... La capacité d'attention, ça c'est un point sur lequel je suis entièrement d'accord. Capacité de survie de cette Capacité jeune femme dans le d'attention monde se de demain. réduit. Oui. On est aussi dans une C'était société passionnant. qui promeut du loisir, qui promeut la semaine de travail. Oui, mais l'autre aspect, mais sur lequel on avait discuté ensemble et qui est très très intéressant, parce que moi, ce qui m'effraie un peu, c'est le manque de profs. Et Jérôme en avait parlé, l'idée à partir du moment où si vous êtes prof, vous êtes obligé de commencer dans la zone la plus difficile dans laquelle vous puissiez commencer, vous êtes obligé de partir en guerre, quoi, en gros. Vous n'arriverez pas... Non, bien voilà, sûr, et revaloriser le rôle des profs, c'est vraiment, ça fait partie des solutions, ça. Merci, chers amis. Et donc, on continue demain nos débats sur Bismart.